Alors il va nous parler des thérapies des vies passées et agents θ, qui sont en fait les obsessions. Ma joie de pouvoir participer à un événement aussi significatif en Belgique, qui marque peut-être un nouveau mouvement historique dans cette ville de Liège et qui ouvre un espace pour de nouvelles possibilités dans le champ de l'interaction entre la médecine et la spiritualité. Une petite touche de l'Amazonie, d'où je viens, au Brésil, pour la Belgique. La parole est du poète Juan Jiménez. Ne cours pas, ne sois pas pressé. Nous avons, au XXe siècle, traversé une évolution dans la perspective de la réunification de la connaissance, comme nous n'avions pas encore en 5 siècles, dans le domaine des sciences du monde. Et c'est juste dans la décade des années 20, en rentrant dans les années 30, dans l'université de Duke, John Green, étudiant les phénomènes psychologiques dans une perspective parapsychologique et en analysant, suivant des méthodes quantitatives, la documentation scientifique, que le mental est quelque chose qui transcende au corps. Et quand il documente scientifiquement ces phénomènes, qu'il catalogue comme psi-gamma, les phénomènes subjectifs, incluant la télépathie, la clairvoyance, la rétrocognition et la précognition. Et les phénomènes psi-kappa, qui incluent le psychisme, actionnant la matière à proprement parler, qui s'appelle aussi la télékinésie ou la psychokinésie, qui sont les phénomènes objectifs, le mental qui est capable d'interférer dans la matière. Il y a un troisième ordre de phénomènes dans la généralité proposée par Rin, qui serait un espace de recherche qui reste encore à conclure. Ce sont les phénomènes psi-θ, qui, psi, la lettre grecque psi, c'est des phénomènes psychologiques, tentant d'apporter une expérience froide, sans aucun mouvement émotionnel dans l'analyse des phénomènes, gamma θ, gamma kappa et θ, en faisant allusion au mot thanatos, qui veut dire mort en grec. Et son épouse Louise Rein, dans le livre Les canaux occultes de la mort, du mental, elle dénonce, elle montre que ces phénomènes sont réels et que son époux n'avait pas encore pris conscience qu'il aurait pu avancer davantage en considérant que les États-Unis, aux États-Unis, il y a une culture religieuse qui domine et qui établit naturellement un lien culturel à une avance si ostensible. La parapsychologie allait donc affirmer qu'il y a une force psychique capable d'interférer non seulement dans les choses matérielles, mais son épouse, en apportant la possibilité du phénomène θ, c'est-à-dire de l'âme des morts, pourrait générer ces phénomènes qui sont également appelés paranormaux. Mais il fallait encore attendre au XXe siècle, notamment 3 grands hommes qui participaient à la science dans la recherche, non plus du phénomène θ, mais d'un autre phénomène
qui, en tant qu'hypothèse à confirmer, implicitement allait faire basculer le phénomène θ pour expliquer les phénomènes psychiques comme des phénomènes réels. C'est l'étude des renaissances que Ian Stevenson, qui a déjà été mentionné ici, a apporté une documentation très complète de 2600 cas, documentant ainsi au monde scientifique une œuvre commerciale sur les 20 cas successifs de réincarnation, ainsi que son dernier livre, qui est une primeur parce qu'il traite de la réincarnation liée à la biologie. Il y a de nombreux faits qui suggèrent les liens entre les vies antérieures et les vies actuelles, notamment les cas qui impliquent des modifications congénitales et des marques de naissance. Le matériel si riche est si riche que l'hypothèse de la réincarnation s'affirme devant les faits. Banerjee, l'extraordinaire parapsychologue de l'université de Jaipur en Inde, a pu faire des recherches 25 ans sur la réincarnation, pas seulement en Inde, qui est culturellement réincarnationniste, et a recueilli beaucoup d'éléments qui permettent à l'Académie de confirmer cette hypothèse de la Renaissance. Il dirait que notre culture est cérébrocentrique. Nous étudions ce qui est normal et ce qui est anormal, mais nous n'étudions pas le paranormal, ce qui est en marge de la normalité. Et dans ces phénomènes, il allait se pencher pour faire la recherche sur ce qu'il appellerait la mémoire extracérébrale, une mémoire qui n'est pas dans le cerveau. Ainsi, il a légué au monde une documentation très riche, notamment sur les réminiscences spontanées, sans souffrir du processus de l'induction, et qui ainsi, par la rigueur de sa recherche scientifique, se divise en plusieurs sous-cas. Il va citer un seul cas, le cas de Nesh, qui est un gamin indien qui, entre 4 et 5 ans, disait à sa mère de ne pas le frapper parce qu'elle n'était pas sa mère, comme n'importe quel enfant ferait. Mais comme il insistait à dire ça, sa mère a été un peu plus curieuse. Et après, il disait que la maison où il était n'était pas non plus la sienne, que sa maison elle était blanche, qu'il y avait un bel arbre, qu'il y avait une rivière qui passait derrière. Et il a commencé à faire des descriptions si précises que sa mère a été intriguée dans une culture qui accepte le phénomène de la réincarnation. Avec l'âge, on pensait que ça allait silencier, annihiler sa mémoire. Et il a donné plus de détails en donnant le nom de la ville où il a vécu et qu'il est mort d'un accès de fièvre. Et le docteur Banerjee a fait des recherches dans cette ville et dans cette période pour voir s'il y avait le fameux Bajin qui s'appelait, qui est mort d'une fièvre. Et il a réussi à confirmer toutes ces données ainsi que le nom de l'épouse qui avait été citée par le gamin. Et donc les informations ont pu être comparées et confirmer ainsi que cette personnalité existait dans cette ville et qu'à cette période, et que cette personne, le Bajin, était effectivement son époux et la maison qui correspondait exactement à la description qu'il avait donnée. Et en tant que chercheur habile et méticuleux, il a pris l'enfant et l'a amené pour confronter les faits, parce que quand l'enfant est arrivé, il lui a demandé laquelle des deux est ton épouse.
Et il y avait son épouse et sa sœur jumelle, et il a montré celle qui était effectivement son épouse. Et elle a demandé, donne-moi une preuve. Et alors il a dit, tu te rappelles le jour où nous sommes allés dans une ville proche qui s'appelle Apra, et qu'après en rentrant nous avons eu une discussion, et j'ai pris un bâton avec laquelle on travaille la pâte pour faire les pâtes, et donc je t'ai tapé avec ce bâton, et puis ça a donné une cicatrice, et donc la personne était surprise, elle a effectivement confirmé qu'elle avait cette cicatrice. Et le gamin qui avait déjà 11 ans disait, je peux te donner aussi des preuves plus intimes, mais donc ils se sont retirés dans une salle, et après 1 heure, elle ressort avec lui et elle affirme aux témoins que malheureusement son satané mari était bien revenu. Et c'était effectivement, dans le temps, les mauvais maris, on pensait qu'ils allaient en enfer, mais aujourd'hui, l'hypothèse qui se confirme par le fait de la réincarnation et qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas non plus échapper à une possibilité d'une nouvelle rencontre. Donc elle comme femme et lui comme un enfant avec une autre personnalité, mais c'était le même esprit. Et c'est juste un cas parmi de nombreux cas que Banerjee a trouvé. Hernani Guimarães Andrade au Brésil a publié également un livre connu, Réincarnation au Brésil. Ce sont 8 cas qui suggèrent la réincarnation avec une documentation étendue qui donne plusieurs autres possibilités, hypothèses d'explication de ces réminiscences spontanées d'adultes, de jeunes, d'enfants qui se rappelaient d'avoir déjà vécu auparavant. Et il publie ce livre qui fait partie de l'Institut de recherche psychobiophysique qui existe à São Paulo au Brésil. Ces 3 personnalités sont des icônes dans la recherche sur la réincarnation. Et ce qui s'est produit après ça, c'est un mouvement extraordinaire après la Deuxième Guerre mondiale, quand la 3e force de psychologie est apparue à côté de la psychanalyse et de l'abordage cognitif des comportements. Il y a eu donc une approche humaniste avec l'objectif de regarder la personne non seulement dans ses traumatismes et de ses limitations, mais aussi dans son potentiel de santé et de créativité, d'amour, d'amitié. Et ainsi, c'était une approche différente qui valorisait les aspects positifs des êtres humains. Mais c'était la 4e force en psychologie de créer une autre approche qui ressemblait à la précédente, mais qui ajoutait à l'humaniste l'aspect spirituel. Et que l'humaniste voit donc l'être humain dans un aspect holistique, biopsychosocial, mais qui ne considère pas l'aspect spirituel et transpersonnel. Donc ces approches traitent l'être humain dans une dimension qui inclut la dimension de la spiritualité. Et ainsi, entre les années 70 et les années 80, le docteur Maurice Neferton aux États-Unis et Edith Fiori, les 2 psychologues appartenant à des religions dogmatiques, dans leur cabinet, qui étudiaient leurs patients et faisaient des analyses pour remonter aux causes qui motivent certaines maladies, se sont rendus compte, sans qu'elles voulaient échanger des idées avec d'autres, que ces événements traumatiques, souvent, étaient au-delà de la barrière du placenta. Ils n'étaient pas dans l'enfance,
ni dans l'utérus, mais elles étaient dans une autre possibilité existentielle. C'est de là qu'a surgi donc un abordage dans une vision transpersonnelle qui s'appelle la thérapie des vies passées, avec la publication du livre extraordinaire de Boris Neferton et des thérapies et de Edith Fiore, qui ont produit également le livre « Nous avons déjà vécu auparavant ». Cela a ouvert l'espace que d'autres professionnels qui étaient là aussi mettaient une icône du monde scientifique qui s'appelait Stanislav Grof, qui étudiait en République tchèque l'action des hallucinogènes comme l'acide lysergique, et il connaissait déjà l'élargissement de la conscience et la possibilité du mercure dans les cas antérieurs sur l'inconscient profond, et qui plus tard allait faire une approche psychothérapeutique impliquant les vies passées et en utilisant la méthode respiratoire en considérant que l'acide lysergique était nocif au corps. Il a donc créé la respiration holotropique ou l'abordage holotropique quand vous revenez en utilisant le processus de l'oxygénation cérébrale et en élargissant l'état de conscience en faisant un plongeon vers l'arrière. Avec lui, il y a des choses qui sont passées en France. Kettelefson, en Allemagne, Julia Prieto Pérez, Julia Prieto Pérez, au Brésil, Moody Junior, Raymond Moody Junior aux États-Unis, après qui a démarré les expériences de presque mort, des vies, vie après la vie. Lui, il passe à se soumettre à la régression de mémoire et fait des études de l'académie et publie son œuvre sur la réincarnation. Maintenant, c'était le contenu de la réincarnation déjà mis, appliqué dans un abordage thérapeutique. C'était déjà donc cette connaissance de la discipline de l'étude de la réincarnation qu'il utilisait comme une technique d'accès à l'inconscient pour comprendre les processus neurotiques, psychosomatiques, somatiques, des processus qui parlaient de l'étude de relations interpersonnelles dans ce chemin de l'abordage thérapeutique, ayant limitation, indication et contre-indication. Cet abordage apporte donc la vision de l'énergie de la mémoire extracérébrale qui démontre que l'être humain, il existait avant que le cerveau puisse se former à partir de la fécondation. Et donc était pourtant une connaissance qui apparaîtrait dans les années 80 et 90, confirmant ce que Kardec, que dans le milieu du 19e siècle, quand il a structuré et codifié la connaissance qui montre science, qui lie ses consciences, philosophie, science et spiritualité. Dans l'époque, il allait conclure l'existence des morts qui étaient plus vivants que nous et parlait de principes à partir de là, le principe de la réincarnation, dans la célèbre sentence qui synthétise le dialectique de la pensée spirite, naître, mourir, progresser sans cesse, telle est la loi. Donc, et les conséquences éthiques qui proposent un modèle de comportement, cette proposition spirite du milieu du 19e siècle, apportée par Allan Kardec, parlait déjà de l'agent theta, les esprits pour Heine, qu'ils allaient intervenir dans notre vie et intervenaient beaucoup, qui nous conduisiraient, qui conduisent, selon lui, les esprits aussi, dans le livre des esprits, quand ils renaissaient en fonction de son structure cérébrale, ils allaient amortir leurs souvenirs du passé et expérimenter une sorte d'oubli du passé qui favorisait à celui qui renaissait
pouvait être plus seigneur de sa vie présente. Parce qu'il y a certaines choses que si on savait qu'on avait déjà vécu, on allait faire disparaître. Donc l'oubli dans la vision spirite était effectivement un modèle de thérapeutique de la nature en fonction de la complexitude cérébrale. Le spirituel renaît, amortit les souvenirs, mais n'est pas complètement nul. Il peut revenir en arrière. Il a ce qui justifie nos vocations, nos tendances, nos antipathies, nos sympathies, et encore plus. Et on apporte dans le corps la marque des expériences intérieures. Donc, elles allaient être plus étendues quand, en parlant de la régression de mémoire, les esprits allaient se prononcer, se parler par l'intermédiaire de médiums, par la thérapie de vie passée. Il s'agissait d'un abordage thérapeutique, mais on devait considérer, on ne pouvait pas faire, on ne doit pas faire cette plongée dans le passé par curiosité, parce que cet oubli du passé est une thérapie pour nous, est nécessaire. Mais parfois, elle est nécessaire pour nous aider dans certains aspects de notre santé, pour récupérer certaines choses de notre santé, travailler un petit contenu, quelque chose d'important qui allait intervenir négativement sur notre vie, qui peut nous aider de la connaître. Quand on intervient, le thérapeute de l'âme, ceux qui travaillaient dans cet abordage, dans cette méthode, nous allions faire les gens allaient vivre les drames de vie intérieure. Par exemple, quand je travaille dans mon travail thérapeutique, très fréquemment, il y a le phénomène des présences de d'autres esprits. Combien des esprits limités qui rentrent là dans notre cabinet thérapeutique et qui viennent se bénéficier aussi de tout ça. J'ai cette perception de mon travail, de cette réalité. Je me souviens par exemple d'une jeune qui ne supportait pas, parce qu'elle ne pouvait pas supporter les médecins parce qu'ils s'habillaient en blanc. Il y avait une difficulté très grande. Il se sentait rejeté par sa mère et elle pensait il s'agissait d'une fille adoptive, malgré qu'elle ressemblait énormément à sa mère. Mais sa vie objective ne correspondait pas à sa subjectivité. Quand on a fait la régression, c'est qu'à l'âge de 7 mois, elle expérimentait un programme dans le processus de gestation de la mère. Sa mère a perdu un enfant pendant elle a perdu ses fils. Quand la mère, dans une nouvelle gestation à l'âge de 7 mois, comme elle avait perdu son fils, elle a eu peur que cet enfant le nouvel enfant allait renaître comme l'autre. Et elle commençait à angoisser en pensant que l'enfant allait naître mort. Et là, l'enfant ne voulait pas sortir de l'utérus. Quand à l'âge de 9 mois de gestation, et elle a subi une césarienne, et c'était un médecin qui, bien sûr, qui a fait cette chirurgie, et elle ne pouvait pas habiller en blanc, et elle ne pouvait pas supporter. Elle ne pouvait pas supporter ça. Au Brésil, les médecins s'habillent en blanc. Après, quand elle a été... Quand la mère a vu son enfant après une certaine hygiène, tout ça, elle a dit, cet enfant ne m'appartient pas. Au Brésil, on dit que les médecins n'ont pas une formation, adéquate psychologique, et alors le médecin a dit, non, cet enfant est à vous, cet enfant est à vous. Il n'y a pas eu une bonne manipulation thérapeutique, il n'y a pas eu beaucoup de psychologie de la part des médecins non plus.
elle se sentait alors, donc elle se maintenait dans l'utérus, donc restait toujours à la maison, et se maintenait toujours révoltée contre sa mère. Dans mon groupe didactique de formation, quelqu'un qui a fait une régression de mémoire, elle a compris qu'elle n'était pas... Vous êtes mon père. Vous êtes mon père par le sang. Parce qu'il a eu c'est un autre exemple d'une fille qui a découvert que son père était son père et il n'était pas adoptif parce qu'il est allé, il a eu un enfant avec quelqu'un extérieur au foyer. Alors sa fille, dans ce processus régressif, a découvert ça. Mais comment tu as su ça? Elle a demandé. Je suis revenue à l'utérus et j'ai découvert que tu avais des relations sexuelles avec ma mère. Et j'ai vu que j'étais ta fille. Dans le processus de la réincarnation, l'esprit se rend compte de tout ça et ça fait partie du processus de fécondation. Donc, elle avait conscience de ça. Donc, nous percevons que cette plongée dans ce monde intérieur nous apporte des expériences fantastiques et qui supportent la rigueur de l'analyse la plus critérieuse. J'ai eu une collègue médecin qui a fait partie de ce groupe c'était la seule qui ne croyait pas à la réincarnation parce que les membres dans les membres de ce groupe, il y avait 2 juifs, des catholiques et les autres étaient spirites. Et les expériences les plus belles venaient justement de cette jeune qui ne croyait pas, elle était protestante, qui ne croyait pas à la réincarnation, elle était très militante. Et elle sortait de ses régressions et commençait à parler de ses personnalités intérieures. Et elle comprenait à partir de là les réactions négatives qu'elle avait dans cette vie. Elle avait peur de Ensiad. Ensiad, c'est pas une vague de la mer. Elle n'avait pas peur de la mer, non, de se baigner dans la plage. Non. Elle avait peur et restait dans une place, sur le sable, et petit à petit, l'eau monte. C'est une sorte de phénomène qu'on voit à Saint-Michel. Parce que, alors, elle avait peur de ça. Elle avait peur de rester et voir les vagues monter. Alors, sa régression était intéressante parce qu'elle avait un époux pécheur qui a douté de sa fidélité conjugale. Il a nié qu'elle avait une relation extra-conjugale. Il a jeté les alliances dans l'eau, par terre. Il n'a pas accepté qu'elle disait la vérité et elle n'a pas accepté son refus parce qu'elle a jeté son alliance. Alors elle l'a amené dans le sable de la mer avec un morceau de bois, l'a attaché à un morceau de bois et alors l'eau montait et elle est morte dans ces conditions-là. Mais la situation plus intéressante, c'est un jeune qui est allé visiter à l'intérieur du pays sa mère et qui avait beaucoup peur des serpents. Il toussait beaucoup quand il voyait, toutes les fois qu'il s'approchait de sa mère, à partir d'un certain âge, il faisait des crises allergiques de tout. Alors, il a commencé à voir qu'il avait une allergie à sa mère. On comprend allergie à sa belle-mère, mais à sa mère, on ne comprend pas tellement. Donc, il a été soumis à un processus de régression. Et comme il était très pauvre, alors il est arrivé, il était très pauvre.
Alors, il a été piqué par un serpent. Parce que comme ils étaient très pauvres, il a vu sa mère dire, qui est la même personne, le même esprit de cette vie. Alors il a dit, oh c'est bien parce qu'on voit une personne de moins pour manger. Alors donc il a enregistré cette phrase de sa mère dans sa tête. Alors, quand il allait dans cette vie visiter sa mère et où il y avait beaucoup de nature, il y a la possibilité de voir un serpent, alors il regardait sa mère et ne pouvait pas supporter sa mère. Donc, ces régressions parfois favorisent la solution, donnent la solution au problème de la personne. Donc, on s'aperçoit l'importance et l'influence de l'agent tête qui participe de sessions thérapeutiques et ça dépend des circonstances. Par exemple, je vais citer 2 cas pour qu'on puisse illustrer ce fait. Une personne, une femme qui était jeune, amie, qui s'était transformée. Elle était devenue une amie et elle m'a téléphoné. Elle me dit, je me sens très mal, qu'elle avait mal au cœur. Et alors elle me demandait, est-ce qu'il s'agissait d'une influence d'un agent tête? Mais je lui ai dit de venir à mon cabinet médical. Et alors je lui ai fait une régression de mémoire et elle est rentrée en transe. Et après, et je lui ai demandé pour voir si elle s'apercevait, quelle sorte d'esprit qu'elle dit. Parce que j'ai vu un esprit, elle a dit, est-ce que tu l'identifies? Un esprit bon. Il s'agit d'un bon esprit. Et je lui ai demandé. Alors je lui ai demandé pour voir, parce qu'elle est médium aussi, alors capte l'énergie de cet esprit. Alors elle a confirmé qu'il s'agissait d'un esprit ami. Alors je lui ai demandé, alors demande-lui quel est le motif, pourquoi il est toujours là. Et c'est parce qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit. Il a dit plus tard, et ce contenu, c'était pas pour que tu travailles là-dessus. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ce contenu? Alors moi, je faisais partie, 6 mois après, j'ai compris. J'ai compris, parce que moi, je faisais partie de ce contenu. Moi, j'étais dans une position très peu confortable, parce que moi, je l'avais fait du mal dans une existence antérieure. Alors, on a travaillé d'autres contenus et nous avions déjà un support pour diminuer ces problèmes qu'on avait constatés par l'intermédiaire de la régression. Une autre situation démontra un autre côté, c'était une jeune femme qui m'a demandé, m'a cherché parce qu'elle était très dépressive. Et elle se plaignait pour un problème émotionnel. Elle disait, bon, mais je souffre à cause de la perte de ma mère. C'est pour cela que je souffre. Alors, on a discuté pas mal. L'allégation de mémoire est à peine un outil. On a pas mal discuté d'autres choses. Donc, nous avons décidé de faire une régression. Alors, elle est revenue à l'utérus quand elle expérimentait une session d'avortement. Et elle arrivait à survivre à toutes les tentatives de sa mère de tentatives d'avortement. Alors, le médecin lui disait, alors la dame a continué, finalement elle n'a pas réussi à avorter, et le médecin disait, moi j'ai déchiré mon diplôme, je sais ce que j'ai fait, mais en réalité, le médecin, comme c'était une gestation de jumeaux, il a réussi seulement à enlever un des enfants, et l'autre est resté.
Alors, sa mère, avec le sentiment de culpabilité, a donné beaucoup d'attention à cet enfant et les autres enfants, l'autre frère et sœurs, ressentaient ce manque d'attention ou ce excès d'attention pour cet enfant que la mère donnait à cette fille. Avec les autres séances, nous avons... Alors on est arrivé aussi quand on a vu qu'elle a perdu un enfant par mort noyé, asphyxie noyé, comme ça. L'asphyxie était tellement grande et tellement curieuse que cette douleur, depuis enfant que j'ai, elle se trouve entre la région thorax et abdominale, qui a été examinée par tous les médecins et il n'y a pas eu de résolution. Les douleurs fantasmes sont excellentes pour être guéries par la régression. Alors donc, en faisant une régression, elle a été assassinée par un homme parce qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme qu'elle était amoureuse, mais les familles ne voulaient pas ce mariage. Alors l'homme qui l'a... Alors elle a été assassinée justement par un coup de couteau, justement dans cet endroit-là, parce que l'autre n'a pas accepté le mariage. Chez nous, on parle de... Il y avait une autre femme qui me disait que je n'étais pas médium, mais je pouvais parce qu'elle disait qu'elle avait une encosto. Une encosto, c'est une influence spirituelle. Alors, l'agent Theta, quand on a fait la régression, l'agent Theta s'est communiqué qui l'empêchait d'avoir d'autres relations affectives. Il protégeait sa mère encore. Il était encore, son psychisme était attaché à cette expérience d'un enfant noyé. Pourquoi il parlait de sa mère avec une femme très méchante. Maintenant, il venait, c'était un autre esprit qui venait comme jumeau et qui est resté très attaché à elle. Quand il s'est rendu compte que c'était l'homme qui l'avait assassiné, alors il a accepté la possibilité de la laisser, de l'abandonner pour la deuxième fois, parce que pour une première fois, il avait déjà essayé, finalement, il a pu s'éloigner. Il considérait la médiumnité comme quelque chose de très distant. Mais Alberto, comment ça se peut? C'est moi qui suis en train de tout dire ça. C'est moi que je suis en train de régresser. C'est moi qui apporte cette influence spirituelle négative. Mais c'est une hypothèse qu'on fait toujours dans le diagnostic différentiel. Mais cette jeune s'est améliorée. Et plus tard, un peu plus tard, elle est revenue. J'ai trouvé un jeune homme, Albert. Nous sommes en train de nous fréquenter. Nous voulons améliorer notre relation. J'ai l'impression que j'ai amélioré ma vibration. Peut-être que par l'intermédiaire de ce couple viendrait plus tard, je ne vais pas faire beaucoup de feuilletons, mais peut-être cet esprit pourra venir par l'intermédiaire de ce couple. Il faut quand même toujours travailler et jamais revenir en arrière. Il faut toujours s'améliorer. Il faut toujours faire un pas en avant. Pour mieux avancer, il faut toujours travailler. Donc la proposition spirit, c'est toujours le progrès, mais pas seulement de la prière. Il ne faut pas courir.
c'est un chemin vers à l'intérieur de soi-même. Et quand tu fais cela, tu te trouves toi-même et tu digères tous ces contenus cognitifs et gagnes de la santé physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle. Et de cette façon, tu es capable de bien diriger ta propre vie et de la partager avec d'autres. Le royaume des cieux est en nous, disait Jésus. Donc, disait ça à un homme de comportement irrégulier, mauvais comportement, que c'était un pharisée. C'est notre invitation à se plonger vers l'intérieur de nous-mêmes d'une façon positive. Alors, de cette façon, ne sois pas pressé, ne cours pas. Merci, Dr. Almeida, pour cet exposé et toutes les expériences qu'il a vécues.